15 secondes. Oui. Et nous poursuivons ici nos échanges sur la Web TV du Africa CEO Forum. Nous passons de sujet d'industrie à l'autre, mais nous restons bien entendu connectés à ce grand rendez-vous de l'Africa CEO Forum 2025 ici à Abidjan. Nous allons nous intéresser ici à la notion du family business et plus particulièrement ces entreprises familiales qui jouent un rôle clé dans le tissu économique africain. Mais au-delà de la rentabilité, ce sont souvent les valeurs, l'héritage et l'impact social qui façonnent leur mission. On va en parler justement ici dans cette séquence. Nous explorerons comment ces entreprises mettent en valeur justement leur raison d'être familiale au cœur de leur performance durable entrepreneuriale. Et pour en parler, une discussion qui va se faire tantôt en anglais et en français pour pouvoir bénéficier pleinement de leurs apports. Et en premier lieu, ça serait un plaisir d'être avec Amina Amar. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous-même? Je vais très très bien, merci pour ce chapeau que vous nous offrez. Vous êtes la première qu'on reçoit en chapeau. Merci beaucoup, merci un plaisir. Infiniment. Alors vous êtes actionnaire et administratrice de NMA Sanders. Oui. C'est une entreprise familiale sénégalaise dans l'agroalimentaire. Vous allez nous en parler justement de cette raison d'être de votre entreprise. Merci infiniment. Nous serons ici aussi durant cet échange-là sur une partie anglophone, mais tout aussi connectée à la thématique avec Acha Leke. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Nice to meet you. You are senior partner at McKinsey & Company's Johannesburg office and chair of the McKinsey Africa and global leader of the McKinsey family-owned businesses practice. Yes. Welcome. Thank you, John. First of all, I would like to start with you and to ask this question to know how you managed and can you explain your role managing, the business family? Yeah, so what we do as McKinsey, we serve families around the world. We serve companies and we serve many families. And what we decided to do about 2 years ago is actually to bring that together and create a structured way to serve more families. And our goal is to be what we call the value creation and impact partner of these families. And so we help them on a number of things. We help them on business issues, right? So whether it's how to transform the operations, how to reduce costs, how to grow their revenues. We also help them on family issues, right? Which I'm sure we'll talk about some of the, whether it's succession, family councils, the whole family enterprise between the family business, the family foundation, and the family office. And how do you define purpose? Is in the heart of the family business, and how, from your word, you define purpose? Yes, the purpose is hugely important. We just published a report last year where we studied the best performing family businesses. So we looked at 600 publicly listed non-family businesses, and then we compared their performance to 600 publicly listed family businesses. And then we also surveyed 600 primarily private family businesses, and we interviewed about 20. So we have a 2,000 rich data set. And we came up with what we believe is the secret sauce, or the recipe for value creation. And there are 9 elements of it. The first of it is purpose, right? But we say purpose beyond profits. Purpose beyond profit, yeah, yes. Because families, of course, it's a business, you have to make money, but the families, in general, families think more about what is the difference I'm making to my environment? Why am I here? Why is ma raison d'être? How am I going to improve people's lives? And yes, I need to make money for the family, right? But again, here, everybody say they will do that. The best performing ones are able to get that purpose imbibed throughout the organization. So even they have 40,000 people, everybody there really understands we're not just here to make money, we're here to make a difference, and that makes a difference. Alors cette fameuse raison d'être, on en parle aussi bien sûr avec vous. Alors est-ce que c'est une notion qui a toujours guidé votre démarche entrepreneuriale, familiale avant tout, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez formalisé de façon plus récente? Non, ta raison d'être? Absolument, je pense que la raison d'être a été dès le départ le fondement même de la société, qui a été créée en 2000 par son PDG, Feu Ahmed Amar. Et sa raison d'être était juste création d'emplois, création de valeur ajoutée et offrir aux Sénégalais des produits de qualité. Parce qu'il faut savoir, à cette époque, c'était 2 familles qui avaient le monopole de ce secteur. Il n'y avait aucun industriel sénégalais qui se lançait là-bas. Je ne vous dis pas les difficultés que c'était, mais pour lui, c'était important qu'il y ait des industriels sénégalais qui viennent, qui se mettent sur ce secteur-là, sur le marché pour faire des produits, comme je vous ai dit, de qualité,
et en même temps créer des emplois, de la valeur ajoutée et être vraiment une référence dans ce secteur-là. Et ce qui a toujours guidé la NMA jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, on poursuit avec vous pour savoir comment ces valeurs influent le choix stratégique des opérations, parce qu'il faut toujours revenir vers cette raison d'être. Est-ce qu'elle est guidée en permanence et ajustée, adaptée toujours en permanence, consciemment au sein de l'entreprise? Absolument, elle est adaptée en permanence. Aujourd'hui, nous avons ces valeurs qui guident la NMA, aujourd'hui encore plus parce que ça nous sert de référence maintenant qu'il n'est plus là. Ça nous sert vraiment de référence pour pouvoir continuer ce qu'il a commencé. Et aujourd'hui, que ce soit déjà dans la création, comme je l'ai dit, d'emplois, NMA a une tradition pratiquement chaque 10 ans de faire une nouvelle acquisition depuis 2000. En 2005, on a acquis l'usine Pastami. En 2015, on a acquis une autre usine qui était au départ l'une des 2 grandes familles. On l'a acquis en 2015. Et aujourd'hui, en 2025, on est en train de construire à partir de zéro une autre usine. Donc chaque 10 ans, une autre usine, ce qui veut dire création d'emplois, création de valeur ajoutée. Et aussi la qualité, ça guide toujours nos décisions parce qu'on n'arrête pas de renouveler, d'aller chercher l'outil de production de plus en plus performant pour pouvoir offrir de plus en plus des produits de qualité. C'est aussi dans le recrutement parce que voilà, il avait une confiance absolue dans l'expertise locale. Donc cette confiance, on la continue, recrutement 100% local, des jeunes qui viennent de sortir des écoles, on leur fait confiance, on les recrute et on continue avec des formations pour les performer. Et voilà, ça guide toujours nos décisions stratégiques. It's important to understand also generation after generation. It's important to keep this purpose. And how this family pass the purpose down to the younger generation, and is it a matter of the governance or a family culture? Well, I think it's both. So first of all, only 5% of family businesses globally survive the 3rd generation, only 5%. Right? In Africa, I'm pretty sure it's much lower than that. Right? And the reason I say it's both is because the challenge is, usually, you have the patriarchs or the matriarchs, something who starts it. The question is, how do you then prepare the next generation to take over, right? And then the 3rd generation, this is the siblings generation, is the 2nd. The 3rd is the cousins generation. How do you make sure the cousins don't fight? Right? That's what you need to avoid. So I think there's an element of how do you bring the family together and keep the family united. That's an important part of it. There's a whole governance. How is it governed? Who are the shareholders? What decisions can they make? What can they make? And we found that the ones that have been most successful, again, if you look at our 9-part framework, the 9th is all about governance. Right? It's how do you make sure you have the right governance mechanisms, the right boards? How do you also involve non-family members in decision making? Right? They don't need to run the business necessarily, but you need to get some external people to also advise and to make sure you're doing the right thing. So how do you bring in some non-family members in decision making, but also how do you then train the next generation and make sure they're ready for the business? So it's both. Especially in the African continent, sometimes big family, important family who manage the business and run the business is somewhat informal organization. What is your approach, especially in this continent, to manage and to adapt with the African realities? In a few words for you. Well, I think either way, you need to find a way to put in place these governance mechanisms. So I had a breakfast meeting with a family from Francophone West Africa. It's the dad, the son has taken over, but they're now in the process of putting in place, patrimoine, right? What is the family council? What can we do? What can't we do? And I think we need more of such families across Africa to do it. I think too often we have families who decide, they just run it how they want, and then the person dies and the business goes to the drain, right? So I think putting this up front is important, and having leaders who understand that they will not be there someday, and their goal is to make sure this business survives them and the next generation and the next one, right? So I think it's getting people into that mindset. What we do as McKinsey, we also have a number of programs. So we have a program for next generation family members. So we take them away for 2 days, from all over the world, and we help them understand some of the business issues, also the family issues. Right? We also have programs. We're doing one next week with families at Harvard Business School
where we said we want two members of the business to come, the CEO and a family member. Right? So you have the two, because there's sometimes challenges and tensions between those two. So we have about 30 of them coming together, and let's talk about what's it going to take to make sure, you know, that transition works smoothly. Alors c'est intéressant justement de créer cette balance-là. Vous parlez tout à l'heure du recrutement, de la formation. Alors comment trouver cette balance entre apporter des formations et puis du recrutement adapté aux besoins de l'entreprise et aussi, j'ai envie de dire, les rituels de famille internes avec ces habitudes-là. Comment vous arrivez à créer cet équilibre et à faire fonctionner cet équilibre au sein de ces groupes familiaux? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment important d'arriver à faire la part des choses quand on est des rythmes, on va le dire, de ce genre de business. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, on est arrivé à la famille et on s'est décidé à laisser un management qui était en place parce qu'il est très performant. Il a su s'entourer de très bonnes personnes qu'il a formées au fil des années, qui ont une ancienneté toujours entre 15 et 20 ans, avec une très grande loyauté. Et donc, ce management-là a continué la transition et la famille s'est retrouvée au sein du conseil d'administration, justement pour la prise de décision, mais l'opérationnel était laissé au management qui était en place et qui aujourd'hui a fourni un travail incroyable, il faut le dire. Et aujourd'hui, ce recrutement se fait par mérite, par besoin, et c'est complètement adapté au niveau local. On arrive à trouver les besoins en matière de recrutement, mais aujourd'hui encore une fois, tout le process est managé par son directeur général et son équipe. Évidemment, les décisions remontent au niveau du conseil d'administration, mais effectivement, l'équilibre a été parfaitement trouvé. Alors, est-ce que vous avez un exemple à nous partager justement où vous avez dû adapter et retrouver un équilibre entre les éléments internes de la famille, à part ces recrutements-là, mais pour nous illustrer un petit peu plus au Sénégal dans ce contexte-là, comment ça se passe? Rentrer un petit peu plus au cœur de votre entreprise, si vous avez un exemple que vous aimeriez partager. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver un consensus familial pour arriver à manager tout ça. Mais à un moment, je pense que nous, en tout cas, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, alors, l'important c'est quoi? L'important c'est de pérenniser ce qui a été fait, ce qui a été construit. Pour y arriver, on se retrouve autour de l'essentiel et guidé aujourd'hui par les valeurs qui ont toujours été les siens, c'est-à-dire de faire de la NMA un champion national. Donc c'est au-delà de sa famille. Il voyait NMA au-delà de sa famille dans une simple société familiale, un héritage, absolument pas. C'était, on va dire, un bien national. Il le voyait comme ça. Dans sa vision. C'était sa vision, c'était un bien national, un champion national qui devait être là et perdurer et devenir une référence. Et donc on s'est retrouvés autour de cet objectif-là pour aujourd'hui pouvoir arriver, comme il disait, peut-être à la 3e génération avec un peu de chance. En tout cas, on fait les efforts qu'il faut pour y arriver. Alors, petite question, et je vais me permettre de la poser en français, comme ça vous allez terminer si vous le voulez bien. Parce que hier, vous avez vécu un moment important dans le cadre du Africa CEO Forum Awards, avec la récompense des Family Business qui sont récompensés. Un petit mot aussi sur cette importance de célébrer et de mettre en avant ces champions familiaux, j'ai envie de dire, continentaux. Non, je dirais que c'est super important. Aujourd'hui, les entreprises familiales représentent 70% du PIB au niveau mondial, 60% des emplois. En Afrique, c'est peut-être autant, sinon plus. Et donc l'idée de récompenser et de célébrer ces familles est super importante dans le cadre où on n'en a pas beaucoup, comme on l'a dit, qui survivent les générations futures. Et donc je pensais, Mustafa Rouge et le Raw Bank qui ont gagné, ils sont une entreprise familiale qui a commencé de presque rien et c'est aujourd'hui la plus grande banque en RDC. Et de comprendre un peu leur évolution et les leçons à tirer. Et il y a des leçons, ce n'est pas toujours facile, right? Mais quel est le trajet qu'ils ont suivi pour y arriver et pour que les autres comprennent que c'est important de poursuivre ce genre de trajet et dans une optique où, comme on l'a dit, ce qu'on aimerait à la fin, c'est que ces entreprises survivent la 3e, 4e, 5e génération. Excellent, merci beaucoup. Merci pour cette présence ici à tous les deux. C'était important pour nous d'ouvrir cette lucarne et d'aller chercher justement ces rôles modèles
familiaux, entrepreneurial, avec quand même au cœur de cette démarche cette raison sociale et de trouver cet équilibre-là. Merci pour les conseils que vous apportez à ces grandes familles. Merci d'incarner des modèles qui fonctionnent et qui sont tous les jours remis en challenge, j'imagine, dans ce contexte-là. Nous avons été très heureux de pouvoir partager cet instant avec vous sur le Family Business. On se retrouve juste après. Nous avons encore d'autres invités dans le cadre de cette Web TV du Africa CEO Forum. A tout de suite, ne bougez pas.